Parfois, l'amour nous aveugle tellement que nous devenons prisonniers de notre propre bonté. Ces mots résonnent dans ma tête alors que je regarde la pluie parisienne tomber par la fenêtre de mon petit appartement du 18e arrondissement. J'ai 68 ans, je m'appelle Madeleine Dubois, et depuis presque un an, mon canapé est mon lit. La faible lumière du soir d'automne colore les gouttes d'eau qui coulent sur le verre, reflétant le vide que je ressens dans mon cœur. Sur la petite table à côté du canapé, mon lit de fortune, se trouve une photo d'Antoine, mon fils unique, souriant à côté du petit Lucas, mon petit-fils qui a tout juste 7 ans. Une photo prise à une époque plus simple, quand notre famille se réunissait encore le dimanche pour déguster un cassoulet traditionnel que je préparais avec tant de soin. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. C'est Antoine, encore une fois. Je sais déjà ce qui va arriver, une autre demande, une autre nuit à m'occuper de mon petit-fils pendant que mon fils sort profiter de la vie nocturne parisienne, une autre journée d'irrespect silencieux. Maman, je vais déposer Lucas dans une demi-heure. J'ai un rendez-vous important. La voix d'Antoine semble précipitée, comme toujours. Pas aujourd'hui, Antoine. Je suis fatiguée et... S'il te plaît, maman. C'est important. Je te promets que je reviendrai plus tôt cette fois. Je soupire profondément. Les mensonges sont toujours les mêmes, les promesses jamais tenues. Au fond, je sais qu'Antoine ne reviendra que le lendemain matin, probablement ivre, et dormira ensuite dans la chambre qui m'appartenait autrefois. Sais-tu que cet appartement a été acheté avec l'argent de ma retraite, Antoine? Sais-tu que je continue de payer tes dettes avec le peu qu'il me reste? Je sens monter en moi le courage, les mots que je voulais dire depuis longtemps. Un silence inconfortable remplit la ligne. De quoi tu parles, maman? Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je suis en retard. Avant que je puisse répondre, Antoine raccroche. Dans moins d'une demi-heure, la sonnette retentira. Lucas entrera avec son cartable, ses yeux intelligents et curieux, les yeux de mon défunt mari Henri, et je reporterai encore une fois la conversation que je sais inévitable. En attendant, je me souviens comment tout a commencé. Après la mort d'Henri, il y a 5 ans, Antoine a commencé à apparaître plus fréquemment, toujours dans le besoin d'une aide financière. Problème de loyer, dette de jeu, dépenses des enfants. Au début, j'ai aidé sans hésitation. Après tout, c'est mon fils unique. Alors quand le propriétaire d'Antoine l'a expulsé, je lui ai proposé mon propre appartement. J'ai proposé temporairement, bien sûr. Mais le même jour, Antoine a repris ma chambre principale, arguant que Lucas avait besoin de son propre espace dans la petite seconde chambre. Pour moi, le canapé du salon est resté. Ce ne sera que pour quelques semaines, maman. Le temps que je me ressaisisse, promis Antoine. C'était il y a 12 mois. La sonnette retentit, comme je l'avais prédit. J'essuie une larme tenace et je vais répondre. Lucas est là, avec son sourire timide et ses grands yeux marrons. Grand-père, s'exclame le garçon en me serrant fort dans ses bras. Antoine me regarde à peine. Je serai bientôt de retour. J'ai laissé de la nourriture dans le réfrigérateur pour toi. Encore un mensonge. Le frigo est presque vide, comme toujours. Antoine, il faut qu'on parle. C'est sérieux cette fois. Demain, maman. Je le promets. Et sans ajouter un mot, il s'en va, laissant derrière lui l'écho de vaines promesses. Lucas me regarde, remarquant ma tristesse. Avec la sagesse que seuls les enfants possèdent, il prend ma main ridée et me dit « Grand-mère, je peux te parler de ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui ?» Nous avons étudié sur les rois de France. Je souris malgré la douleur. Bien sûr, mon petit. Faisons du chocolat chaud et tu me dis tout. Alors que nous entrons dans la petite cuisine, je regarde le calendrier accroché au mur. J'ai marqué une date avec un cercle rouge, c'est aujourd'hui. Le jour où je prends enfin une décision qui change tout. Le jour où mon amour inconditionnel trouvera des limites. Dans la petite cuisine de l'appartement, l'arôme du chocolat chaud remplit l'espace, créant une bulle de confort temporaire. Lucas, assis à table,
les jambes pendantes, dessine tout en me racontant sa journée à l'école élémentaire Jules Ferry. Mademoiselle Moreau a dit que j'étais très bonne en maths, grand-mère. J'ai fait tous les exercices en premier. Les yeux du garçon brillent d'une véritable fierté. Je souris en versant le chocolat dans 2 tasses. Votre grand-père Henri était également excellent avec les chiffres. Il a toujours dit que les mathématiques sont comme un langage secret qui explique le monde. J'aurais aimé rencontrer grand-père, soupire Lucas en ramassant soigneusement sa tasse. Il t'aurait adoré, mon petit. Je m'assois, ressentant des douleurs dans mes articulations. Le canapé me détruit la colonne vertébrale, mais Antoine ne semble pas le remarquer ni s'en soucier. Pendant que nous parlons, je regarde mon petit-fils avec une admiration silencieuse. Malgré la négligence de son père, Lucas est un garçon sensible et intelligent. Une grande partie du mérite revient à l'école publique française, excellente même dans le quartier bourgeois où nous vivons, et aux soins que j'apporte dans les moments où Antoine est absent qui sont nombreux. Grand-mère, pourquoi dors-tu sur le canapé ? La question innocente de Lucas me frappe comme un coup de poing dans le ventre. Parce que... J'hésite, cherchant une réponse qui ne soit pas trop amère pour des oreilles d'enfant. Parce que ton père et toi avez besoin de plus d'espace. Lucas fronce les sourcils, insatisfait de la réponse. Mais tu es plus âgé. Papa dit que nous devons respecter nos aînés. À l'école, nous cédons toujours des places aux personnes âgées dans le métro. Un rire triste s'échappe de mes lèvres. Ton père a raison sur ce point. Alors pourquoi ne te donne-t-il pas la chambre ? La simplicité de la logique enfantine est dévastatrice. Je prends une profonde inspiration, sentant la détermination monter en moi. Tu sais, Lucas, parfois les adultes font des erreurs. Même les parents. Le garçon hoche la tête, comme s'il comprenait une vérité universelle. Comme quand papa promet de m'emmener au parc et qu'il oublie ensuite ? Oui, exactement comme ça. Je tiens la petite main de mon petit-fils. Mais demain, grand-mère aidera ton père à comprendre certaines choses importantes sur la famille. Lucas sourit, ignorant la tempête qui se profile à l'horizon. Pouvons-nous jouer à ce jeu de cartes que grand-père t'a appris ? Bien sûr, mon trésor. Jouons à la belote. Pendant que j'enseigne à mon petit-fils le jeu traditionnel français, je pense au relevé bancaire que j'ai reçu ce matin. La modeste pension que je reçois du gouvernement français, ainsi que les petites économies laissées par Henri, sont presque épuisées. Ces dernières années, j'ai financé le style de vie irresponsable de mon fils, en payant ses dettes, en achetant des vêtements pour Lucas, en payant toutes les dépenses de l'appartement. L'horloge au mur indique 22 heures et il n'y a aucun signe d'Antoine. Lucas dort déjà sur le canapé, enveloppé dans une couverture, la tête posée sur mes genoux. Je caresse ses cheveux en observant son visage angélique. Grâce à Lucas, j'ai enduré tellement de choses. Mais maintenant, je comprends que ma générosité infinie n'aide personne ni moi-même, ni mon petit-fils, et surtout, elle n'aide pas Antoine à devenir l'homme que je sais qu'il pourrait être. Avec précaution, je me lève et porte mon petit-fils jusqu'à la petite chambre. Je l'allonge sur le lit et le couvre avec amour. Ensuite, je vais dans la chambre principale, mon ancienne chambre. Avec une détermination renouvelée, j'ouvre le tiroir de la commode où je range les documents importants et j'en sors une enveloppe. À l'intérieur se trouve une lettre que j'ai écrite cet après-midi, accompagnée de documents bancaires. Je place le tout sur le lit d'Antoine, là où il le verra certainement à son arrivée. Alors je prends une autre décision. Au lieu de retourner sur le canapé, je m'allonge à côté de mon petit-fils sur le petit lit étroit. Alors que les bruits nocturnes de Paris filtrent à travers la fenêtre, je ferme les yeux. Demain sera un nouveau jour. Une journée de changement nécessaire, aussi douloureux soit-il. Une journée pour rétablir l'équilibre que ma gentillesse excessive a perturbé. Pardonne-moi, Henri, je murmure à mon mari absent. J'ai laissé tomber notre fils en l'aimant sans limite. Mais cela se termine demain. Vous êtes-vous déjà demandé si votre générosité aide ou blesse réellement celui que vous aimez ?
Alors que je dormais sur ce canapé inconfortable, à quelques mètres de mon propre lit, j'ai réalisé une vérité douloureuse que beaucoup d'entre nous après 50 ans sont lents à accepter. Parfois, l'amour le plus profond signifie dire « non ». Mon fils. C'est une leçon que seule la sagesse des années peut enseigner. Si vous avez également été confronté à des défis familiaux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur et vous offriront de la sagesse pour les moments difficiles de la vie. Continuons mon histoire, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Les premiers rayons du soleil traversent les rideaux de la petite pièce lorsque je me réveille. Pendant un instant, je me sens désorienté, je n'ai pas l'habitude de me réveiller dans un vrai lit, encore moins avec la chaleur réconfortante de Lucas blotti à côté de moi. Mon corps me fait moins mal, un changement bienvenu après des mois de nuit inconfortables sur le canapé. Le silence dans l'appartement indique qu'Antoine n'est pas encore revenu. Ou peut-être que tu es si en retard que tu dors encore. Faisant attention à ne pas réveiller mon petit-fils, je me lève et me dirige vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Pendant que l'eau bout pour le café, je regarde par la fenêtre. Paris s'éveille dans une lumière dorée, les toits de Montmartre visibles au loin. Ce quartier, le 18e arrondissement, est l'endroit où Henri et moi avons construit notre vie. Ce n'est pas le plus élégant de Paris, mais il possède un charme authentique, loin des cartes postales touristiques. Le bruit de la porte d'entrée interrompt mes pensées. Antoine entre, cheveux ébouriffés, yeux rouges, chemise partiellement déboutonnée. L'odeur de l'alcool et du parfum bon marché remplit l'air. « Bonjour maman », murmure-t-il en se dirigeant vers le réfrigérateur. Je prends une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Il est presque 8 heures du matin, Antoine. Tu as dit que tu rentrerais tôt. Il hausse les épaules et prend une bouteille d'eau. J'ai rencontré des amis. Nous avons perdu la notion du temps. Lucas t'a demandé avant de s'endormir. Une ombre de culpabilité passe sur le visage d'Antoine, vite remplacée par l'indifférence. Il comprend. J'ai droit à une vie sociale. En tant que père célibataire d'un garçon de 7 ans, vos responsabilités passent avant vos droits. Mes mots sont plus fermes que prévu. Antoine lève les yeux au ciel, un geste qui rappelle douloureusement l'adolescent rebelle qu'il fut autrefois. Ne commence pas, maman. Je suis fatigué. As-tu trouvé la lettre que j'ai laissée sur ton lit? Quelle lettre? Il fronce les sourcils, confus. La lettre expliquant que je ne financerai plus votre train de vie. Le silence qui suit est assourdissant. Antoine me regarde comme si je venais de parler dans une langue inconnue. De quoi parles-tu? J'ajuste mes lunettes, un calme inattendu s'emparant de mon être. Depuis 5 ans, depuis le décès de ton père, j'ai été ta banque, ta nounou, ta femme de chambre. Je t'ai laissé prendre ma chambre, mon intimité, ma dignité. Tout cela par amour, pensant t'aider. Mais je n'aide pas, Antoine. Je te permets de fuir tes responsabilités. C'est ridicule. Savez-vous à quel point il est difficile de trouver un travail décent de nos jours? Savez-vous combien cela coûte d'élever seul un enfant? La voix d'Antoine monte, indignée. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai travaillé comme enseignant pendant 40 ans, même après ta naissance. C'est pour ça que ton père faisait des heures supplémentaires à l'usine. Nous n'avons jamais demandé à personne de prendre soin de nous. Antoine se passe la main dans les cheveux, exaspéré. Les temps étaient différents. La responsabilité ne change jamais de saison, mon fils. Il entre dans le salon et je le suis. Là, Antoine récupère la lettre laissée sur la table basse et se met à lire, son visage alternant entre le choc et la colère. Tu ne peux pas faire ça. Tu coupes complètement le soutien financier? Et tu veux que je cherche un autre logement dans 30 jours? C'est fou. Ce n'est pas de la folie, c'est la réalité. Une réalité que vous fuyez. Et Lucas? As-tu pensé à lui? Je sens la colère monter en moi. N'ose pas utiliser ton fils comme bouclier, Antoine. Je fais ça pour lui aussi. Quel exemple aura-t-il s'il continue à voir son père dépendre de sa grand-mère âgée?
S'il continue à te voir traiter ta propre mère comme une servante? Antoine jette la lettre sur la table avec colère. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Après tout ce que nous avons vécu? Oui, après tout. Y compris les nuits où je rentrais du travail pour te trouver endormi pendant que Lucas, à peine 4 ans, regardait seul la télévision. Ou les fois où j'ai remboursé tes dettes de jeu pour que tu n'aies pas d'ennui avec des personnes dangereuses. Ou quand il arrive, crie Antoine en m'interrompant. Au même moment, Lucas apparaît à la porte de la chambre, les yeux écarquillés de peur. Papa? Grand-mère? Le silence s'installe lourdement dans la pièce. Je me dirige vers mon petit-fils, m'agenouillant difficilement pour être à sa hauteur. C'est bon, mon petit. Ton père et moi avons une conversation d'adultes. Et si tu t'habillais pendant que je prépare des crêpes pour le petit déjeuner? Lucas regarde son père avec méfiance, puis moi, avant d'acquiescer et de retourner dans sa chambre. Antoine s'effondre sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Je ne peux pas croire que tu me fais ça, maman. Je m'assois à côté de lui, en gardant une distance respectueuse. Je ne le fais pas avec toi, Antoine. Je le fais pour toi. Et pour Lucas. Et pour moi. Il me regarde, les yeux larmoyants. Je revois un instant le garçon vulnérable qu'il fut autrefois, avant son adolescence rebelle, avant la mauvaise compagnie, avant les addictions qui le consumaient après la fin de la relation avec la mère de Lucas. Comment veux-tu que je me débrouille tout seul? De la même manière que des millions d'adultes se voient chaque jour. Travailler, prendre des responsabilités, faire face aux conséquences de leurs propres choix. Antoine reste silencieux, les doigts tambourinant nerveusement sur ses genoux. Finalement, il demande, et si je changeais? Et si je commençais à aider davantage, à être plus présent? Il ne s'agit pas seulement d'aider davantage, Antoine. Il s'agit de grandir. Comprendre que cet appartement est ma maison, que j'ai droit à mon espace, mon lit. Il s'agit de réaliser que je ne suis pas seulement ta mère, je suis une personne. La vérité dans mes paroles est en suspens. Antoine semble tout comprendre, comme s'il voyait pour la première fois la réalité dans laquelle je vis. Je n'imaginais pas que tu ressentais ça. Sa voix est presque un murmure. Parce que tu ne l'as pas demandé. Parce que tu as supposé que mon amour signifiait un sacrifice éternel. Le silence qui s'ensuit est interrompu par Lucas, qui rentre dans la chambre déjà habillé, portant son cartable. La scène m'émeut si jeune et déjà si indépendante, par nécessité plus que par choix. Je suis prêt pour les crêpes, grand-mère, annonce-t-il avec un sourire qui éclaire l'atmosphère tendue. Je me lève en souriant à mon petit-fils. Allons-y alors. Ton père va nous aider aujourd'hui, n'est-ce pas, Antoine? Antoine me regarde, puis son fils, et enfin hoche la tête en se levant du canapé. Oui, je vais aider. Alors que nous nous dirigeons vers la cuisine, je sens qu'un poids s'enlève de mes épaules. La conversation difficile a commencé, mais elle est loin d'être terminée. Je sais qu'Antoine peut réagir par la colère, par la manipulation, par des promesses creuses. Mais j'ai fait le premier pas. Dans la petite cuisine, nous avons tous les trois commencé une danse maladroite de coexistence. Antoine, visiblement mal à l'aise, tente d'aider à préparer la pâte à crêpes pendant que Lucas discute des rêves qu'il a fait pendant la nuit. Je rêvais que nous étions tous à la campagne, comme sur ces vieilles photos que me montrait grand-mère, de la maison de ses arrière-grands-parents en Normandie, raconte le garçon avec enthousiasme. Je souris en me souvenant du petit domaine de campagne que possédaient mes parents, où je passais les étés de mon enfance. Un jour, on pourra visiter la région, mon petit. La maison n'existe plus, mais le paysage est toujours aussi beau. Antoine, tout en remuant la pâte avec des mouvements maladroits, commente, « Je me souviens que nous y allions quand j'étais enfant. Papa m'a appris à pêcher dans le ruisseau. Et tu tombais toujours à l'eau, ajouta-t-il en riant doucement. Ton père a dit que tu faisais fuir tous les poissons avec ton enthousiasme. » L'espace d'un instant, quelque chose comme de la nostalgie passe sur le visage d'Antoine.
Lucas observe l'interaction avec intérêt, comme s'il était témoin d'une facette inconnue de son père. Papa, peux-tu m'apprendre à pêcher aussi? La question innocente de Lucas ramène Antoine à la réalité. Il hésite, visiblement mal à l'aise face à cet engagement implicite. Bien sûr, un jour, répond-il vaguement. Je vois la déception dans les yeux de mon petit-fils. Combien de promesses creuses a-t-il reçues au cours de ces quelques années de vie? La semaine prochaine, dis-je résolument. S'il fait beau, nous pouvons aller tous les trois au bois de Boulogne. Il y a un lac où la pêche est autorisée. Le visage de Lucas s'illumine. Vraiment, grand-mère? En effet, je confirme en lançant à Antoine un regard significatif. Ton père va prendre une journée pour nous, n'est-ce pas? Antoine, pris entre l'attente de son fils et ma détermination, hoche lentement la tête. Oui, dimanche prochain. Pendant que nous mangeons les crêpes, je les regarde tous les deux. Lucas, tellement avide de moments avec son père que même ce simple repas lui semble être une fête. Antoine, partagé entre le ressentiment face à l'affrontement et la culpabilité qui commence à poindre. Je dois aller travailler, dis-je en finissant mon café. Lucas, ton sac à dos est prêt pour l'école? Le garçon acquiesce. Oui, grand-mère. Antoine, tu peux emmener Lucas à l'école aujourd'hui? Il est en route vers l'agence pour l'emploi. La mention de l'agence pour l'emploi ne passe pas inaperçue. Antoine me regarde mais ne proteste pas, très bien. Allons-y, Lucas. Alors que les deux se préparent à partir, je sors un cahier de mon sac. Antoine, j'ai écrit ici quelques postes vacants que j'ai vus annoncer dans le journal. Des postes qui recrutent. Il prend le cahier et le feuillette avec une expression neutre. Merci, murmure-t-il sans enthousiasme. Il y a du travail pour ceux qui veulent travailler, mon fils. Ton père a toujours dit ça. Antoine met le cahier dans sa poche, prend la main de Lucas et se dirige vers la porte. Parlons plus tard de tout ça. J'acquiesce en les regardant partir. Lorsque la porte se ferme, je m'accorde un moment de faiblesse. Je m'assois à la table de la cuisine et pleure en silence. Ce ne sont pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de soulagement, de peur, d'espoir. Henri, donne-moi de la force, je murmure à mon mari absent. Nous devons sauver notre fils de lui-même. Après quelques minutes, j'essuie mes larmes, prends mon sac et pars faire le travail bénévole que je fais 3 fois par semaine au centre communautaire local. Là-bas, j'enseigne le français aux immigrants nouvellement arrivés, une activité qui, ironiquement, me fait me sentir plus valorisée et respectée que je ne le ferais chez moi. En parcourant les rues familières du quartier, en saluant les commerçants locaux que je connais depuis des décennies, je réfléchis à l'avenir. Les changements que j'ai entamés ce matin auront des conséquences. Antoine peut réagir avec colère, il peut s'éloigner en emmenant Lucas avec lui, il peut me manipuler émotionnellement. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, pas seulement pour moi, mais aussi pour mon fils et mon petit-fils. Parce que le véritable amour ne consiste pas toujours à donner tout ce que l'autre veut, parfois, il s'agit de donner ce dont quelqu'un d'autre a besoin, même si cela fait mal. La semaine qui a suivi la confrontation a apporté une tension palpable dans notre petit appartement. Antoine alternait entre de longues périodes de silence hostile et des accès d'indignation. J'ai tenu bon, même si chaque accusation lancée par mon fils me transperçait profondément le cœur. Vous n'avez jamais compris ce que j'ai vécu après que Sophie nous ait abandonnés. Comme c'est difficile d'être père célibataire, cria Antoine un soir, après que Lucas se fut endormi. Je comprends tout à fait. J'ai été mère célibataire pendant 2 ans lorsque ton père est tombé malade et a eu besoin de soins de longue durée. J'ai occupé 2 emplois pour subvenir aux besoins de notre famille, donc tu avais ce dont tu avais besoin. Mes paroles étaient calmes, mais remplies d'une vérité qu'Antoine ne pouvait ignorer. Il détourna le regard, incapable de supporter le poids de l'histoire que je porte. À d'autres moments, Antoine tentait la voie d'une réconciliation superficielle, comme si rien n'avait changé. Il m'a apporté de petits cadeaux, des fleurs du marché local,
un pastel de nata de la boulangerie du coin, des tentatives transparentes pour prendre la situation à la légère sans y faire face. Lucas, aussi sensible soit-il, a remarqué la tension entre nous. Il était devenu plus calme, nous observant avec des yeux attentifs et inquiets qui semblaient beaucoup plus âgés que ses 7 ans. Le jeudi de cette semaine tumultueuse, alors qu'il aidait Lucas à faire ses devoirs à la table de la cuisine, Antoine entra dans l'appartement plus tôt que d'habitude. Mais ce qui m'a surpris, ce n'est pas seulement son arrivée inattendue, mais aussi son apparence. Il portait une chemise formelle et un pantalon repassé, au lieu de ses vêtements décontractés habituels. « J'ai trouvé un travail », annonça-t-il sans détour. Lucas et moi l'avons regardé, également surpris. « Un travail ?» demanda Lucas, avec l'innocence de quelqu'un qui avait rarement vu son père dans une situation professionnelle. « Oui, mon petit loup. Ton père va travailler comme assistant administratif dans une agence immobilière ici dans le quartier. » Antoine essayait de paraître décontracté, mais il y avait une fierté indéniable dans sa voix. J'ai ressenti une vague d'émotions contradictoires. Joie du pas positif, scepticisme basé sur les expériences passées, espoir prudent. C'est merveilleux, Antoine. Quand est-ce que ça commence ? J'ai commencé aujourd'hui. C'était un premier test, mais le manager a aimé mon travail. Il s'approcha de la table, ébouriffant affectueusement les cheveux de Lucas. Que penses-tu qu'on fête avec un dîner spécial ? On peut aller au bistrot de la rue Le Pic. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Pouvons-nous vraiment, papa ? Il observa la scène avec réserve. Une partie de moi voulait croire que c'était le tour que j'attendais, une autre partie, plus prudente, se souvenait des innombrables occasions où Antoine s'était montré enthousiasmé par de nouveaux départs bientôt abandonnés. Oui, nous le ferons, répondis-je finalement. Laisse-moi juste changer de vêtements. Alors que je me préparais dans la petite salle de bain, j'ai regardé mon reflet dans le miroir taché. Des rides profondes marquaient mon visage, témoin silencieux d'une vie de travail et d'inquiétude. Mais à mes yeux, il y avait aujourd'hui une étincelle différente, quelque chose entre l'espoir et la détermination. Je ne me laisserai plus aveugler par mes attentes, Henri, murmurai-je à mon mari absent, une habitude que j'ai gardée depuis son départ. Mais je ne refuserai pas non plus à Antoine la chance de montrer qu'il peut changer. Le bistrot Le Petit Zinc, rue Le Pic, était un établissement traditionnel, fréquenté principalement par des locaux. Le propriétaire, Monsieur Bertrand, me connaissait depuis des décennies et m'a chaleureusement accueilli à notre entrée. « Madame Dubois, quel plaisir de vous voir. Et ce doit être votre petit-fils, petit Lucas. » L'homme costaud sourit au garçon. « Et Antoine ? Jusqu'à quand ? Je me souviens quand tu venais ici avec ton père. » Antoine hocha la tête, une légère rougeur colorant ses joues. « C'est bon d'être de retour, monsieur Bertrand. » Nous avons été conduits à une table près de la fenêtre. Le restaurant a conservé un décor français traditionnel, nappe à carreaux, menu manuscrit sur tableau noir, atmosphère d'intimité chaleureuse. Lucas, enchanté par l'attention du propriétaire et par l'environnement différent, observait tout avec des yeux curieux. « Vous venez souvent ici, grand-mère ? Votre grand-père Henri adorait le bœuf bourguignon de cet endroit. Nous avons mangé ici lors d'occasions spéciales, répondis-je, me souvenant avec tendresse du passé. Comme quand tu as gagné le prix du meilleur professeur de l'école, a ajouté Antoine, me surprenant par son souvenir. Tu t'en souviens ? Bien sûr. J'avais une dizaine d'années. Père était si fier qu'il en parlait à qui voulait l'entendre, y compris au pauvre monsieur Bertrand. Nous avons ri tous les trois, partageant un rare moment d'harmonie. En choisissant quoi commander, j'ai remarqué à quel point Antoine semblait différent, plus présent, plus conscient de la place qu'il occupait dans la vie de son fils. Et comment s'est réellement passé votre premier jour de travail ? Ai-je demandé lorsque Lucas a été distrait par le dessin que le restaurant proposait aux enfants de colorier. Antoine soupira. Intimidant, pour être honnête. Il y a tellement de choses à apprendre, des systèmes informatiques que je n'ai jamais utilisés, des procédures précises. Je me sentais un peu perdu.
La sincérité de la réponse m'a surpris. Normalement, Antoine masquerait toute insécurité par de la bravade ou de l'indifférence. C'est normal de ressentir ça au début. Tu te souviens à quel point ton premier mois à l'école a été dur? Tu pleurais tous les matins, mais ensuite tu ne voulais plus rentrer à la maison. Antoine sourit à ce souvenir. Tu as toujours été patient avec moi, n'est-ce pas? Même quand je ne le méritais pas. Avant que je puisse répondre, les plats sont arrivés. Au cours du dîner, nous avons partagé un repas vraiment agréable, peut-être le premier depuis des années. Lucas racontait des histoires sur l'école, Antoine parlait de ses collègues et je regardais, m'autorisant une lueur d'espoir. Sur le chemin du retour, Lucas s'endormit dans les bras de son père. Antoine le portait avec un soin qui m'émouvait, prêtant attention aux petites choses, ajustant le manteau de son fils lorsqu'une brise froide passait, murmurant des paroles rassurantes lorsque Lucas remuait dans son sommeil. Alors que nous marchions dans les rues nocturnes de Paris, Antoine a brisé le silence. Je sais que je n'ai pas été un bon fils, ni un bon père. Je gardais les yeux fixés sur le chemin à parcourir. Vous avez la capacité d'être meilleur. C'est difficile. La vie est dure, Antoine. Pour tout le monde. Un autre silence, cette fois plus pensif. Tu penses que je peux changer? Vraiment? J'ai regardé mon fils, tenant son propre fils dans ses bras, et j'ai vu tellement d'Henri en lui. La même ligne de menton, la même façon dont il incline la tête lorsqu'il est pensif. L'espace d'un instant, j'ai vu le garçon qu'il était, curieux, affectueux, plein de potentiel. Je crois que tout le monde peut changer, Antoine. Mais le vrai changement nécessite plus que des mots. Il nécessite des actions cohérentes, jour après jour. Il hocha lentement la tête. Je vois. Et à propos de la lettre, à propos du déménagement? Je ne te mets pas à la porte, mon fils. Je te demande de trouver ta propre voie. D'assumer tes responsabilités. De me laisser être une grand-mère, pas une mère de 2 enfants. Nous sommes arrivés à notre immeuble. Antoine hésita avant d'entrer, levant les yeux vers le ciel étoilé de Paris. Vous savez, quand Sophie nous a quittés, j'avais l'impression d'avoir échoué dans tout. Comme si je n'étais pas capable de garder une famille unie. Alors retourner chez vous, c'était en sécurité. C'était facile. Parfois, le chemin le plus facile est le plus dangereux, répondis-je doucement. Cela nous empêche de grandir. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, je me suis assis à la fenêtre du salon, regardant les lumières de Paris. J'ai pensé à Henri, comment il aurait géré cette situation. Toujours ferme, mais juste. Toujours aimant, mais exigeant. Est-ce que je fais ce qu'il faut, mon amour? J'ai demandé au vent de la nuit. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. C'était comme si l'air même de la ville me murmurait « Oui, Madeleine. Il est temps. » Les jours suivants apportèrent des changements subtils mais notables. Antoine partait travailler tous les matins, emmenant Lucas à l'école en chemin. Il revenait à l'heure convenue, ramenant parfois de petits achats, du pain frais de la boulangerie, des fruits pour le petit déjeuner. Des petits gestes qui comptent beaucoup. Un samedi après-midi, Antoine m'a fait la surprise. Maman, je pensais. Lucas et moi pourrions avoir la plus petite chambre. Tu devrais récupérer ta chambre. J'ai levé les yeux du livre que je lisais. Tu es sûr de ça, Antoine? Oui. Nous pouvons utiliser des lits superposés. Ce sera amusant pour Lucas, et tu mérites de récupérer ton lit. Il avait l'air véritablement embarrassé. Je peux déménager demain. Nous changerons les meubles. J'ai essayé de ne pas montrer à quel point ce geste m'avait ému. C'était un petit pas, mais un pas important. Merci, mon fils. Ce serait génial. Dimanche, comme promis, Antoine et un collègue ont déménagé les meubles des chambres. Lucas était enthousiasmé par l'idée des lits superposés, surtout après qu'Antoine ait suggéré de décorer l'espace avec des lumières et des autocollants planétaires qui brillent dans le noir.
Quand je me suis finalement allongée dans mon propre lit cette nuit-là, après presque un an, j'ai pleuré en silence. Pas seulement à cause du confort retrouvé, mais à cause de ce que représentait ce changement. Une reconnaissance, un pas vers le respect mutuel. La lettre avec mon ultimatum financier était toujours valable. J'ai progressivement réduit le soutien que j'apportais à Antoine, lui transférant la responsabilité des dépenses. Au début, c'était difficile, il y avait des jours où le réfrigérateur était vide, des moments où il manquait des choses de base. Mais j'ai résisté à la tentation de tout régler simplement avec ma carte de crédit, comme je le faisais auparavant. Au lieu de cela, j'ai appris à Antoine comment faire un budget. Je vous ai montré comment optimiser votre argent jusqu'à votre prochain salaire, comment cuisiner des repas économiques mais nutritifs, comment trouver des petits plaisirs qui ne coûtent rien. Les mêmes leçons qu'Henri et moi avons apprises dans les premières années de notre mariage, alors que nous luttions pour nous établir à Paris. Bien sûr, il y a eu des rechutes. Un soir, Antoine rentra ivre, après avoir dépensé de l'argent qui était censé servir au loyer. Mais contrairement au passé, je ne l'ai pas secouru tout de suite. Je lui ai plutôt proposé d'expliquer la situation au propriétaire et de proposer un plan de paiement. Lucas observait tout avec des yeux curieux. Étonnamment, la relation entre père et fils a commencé à s'épanouir au cours de cette période mouvementée. Peut-être parce qu'Antoine était enfin là, peut-être parce qu'il apprenait à devenir adulte devant son fils. Lors d'un dimanche particulièrement mémorable, près de 2 mois après notre première confrontation, Antoine a tenu sa promesse d'emmener Lucas à la pêche. Je les ai accompagnés au bois de Boulogne, mais je suis restée à distance respectueuse, leur laissant leur moment. Depuis la rive du petit lac, j'ai observé Antoine montrer à son fils comment placer l'appât, comment tenir la canne, comment être patient. J'ai vu les yeux de Lucas s'illuminer d'émerveillement tandis que son père racontait ses propres voyages de pêche avec son grand-père. À ce moment-là, j'ai senti qu'Henri était avec nous, son héritage se poursuivant à travers les générations. Lorsqu'ils sont revenus là où je me tenais, tenant fièrement 2 petits poissons, qu'ils remettraient plus tard à l'eau, selon les règles du parc, Lucas a crié avec enthousiasme, « Grand-mère !» Papa a dit que nous allions faire ça tous les mois maintenant. C'est une tradition familiale. Antoine sourit, un peu gêné par l'excitation de son fils, mais hocha la tête en guise de confirmation. « Si tu veux venir aussi, maman. » « Parfois, répondis-je en souriant. Mais c'est bien pour toi aussi d'avoir des moments père-fils. » Cette nuit-là, pendant que Lucas dormait profondément, épuisé par l'aventure de la journée, Antoine et moi étions assis sur le petit balcon de l'appartement. L'air était vif, typique du début de l'automne parisien. « Je cherche un appartement pour nous, » dit-il, me surprenant. Rien de trop grand, mais quelque chose près d'ici pour que Lucas puisse rester dans la même école. Et pour que nous puissions te rendre visite facilement. J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout, l'idée de ne pas avoir Lucas à mes côtés tous les jours m'attristait. Il n'y a pas besoin de se précipiter, tu sais. Tu peux rester un peu plus longtemps. Antoine sourit en prenant ma main ridée dans la sienne. Je sais qu'ils le peuvent. Mais ils ne devraient pas. Tu avais raison, maman. Je dois assumer mes responsabilités. Et tu mérites de retrouver ton espace. Ces mots, si simples, correspondaient à tout ce que j'espérais entendre depuis des années. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Merci, mon fils. Non. Merci maman. De ne pas m'avoir abandonné. D'avoir eu le courage de faire ce qui était nécessaire, même si c'était difficile. Nous restâmes silencieux un moment, regardant les lumières de Paris briller comme des étoiles terrestres. Vous savez, dit-il finalement, j'ai commencé à comprendre quelque chose ces dernières semaines. Être père, ce n'est pas seulement nourrir et habiller un enfant. Il s'agit de donner l'exemple. Il s'agit de montrer comment affronter les problèmes, comment gérer les erreurs, comment être un être humain. Ton père serait fier d'entendre ça, répondis-je, sentant la présence d'Henri plus forte que jamais. Il serait fier de toi, maman. De ta force. À ce moment-là, sous le ciel de Paris, nous avons senti la guérison commencer.
Une famille brisée qui retrouve son chemin l'un vers l'autre, non pas par dépendance, mais par respect mutuel. Et moi, une femme âgée qui a presque tout sacrifié au nom de l'amour, j'ai enfin compris qu'aimer, c'est aussi se fixer des limites. L'automne a cédé la place à l'hiver et Paris s'est recouvert de lumière et de décorations de Noël. Les rues du 18e arrondissement scintillaient de guirlandes et de vitrines festives, même si ce n'était pas le quartier le plus riche de la ville. Antoine a trouvé un petit appartement à 10 minutes à pied du mien, à proximité de l'école de Lucas. C'était modeste, juste un salon, une chambre et une petite cuisine mais propre et bien entretenue. Le loyer était dans les limites de ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire à l'agence immobilière, où, étonnamment, il a continué à travailler, recevant même une petite augmentation au bout de 3 mois. Le déménagement était prévu après le Nouvel An. Pour l'instant, nous étions toujours tous les 3 dans mon appartement, mais avec une dynamique totalement différente. Antoine contribuait désormais à la plupart des dépenses. J'avais encore dormi dans ma chambre. Les tâches ménagères étaient partagées entre tous, y compris Lucas, qui assumait fièrement la responsabilité d'arroser les plantes et de nourrir les oiseaux qui visitaient notre balcon. Un après-midi de décembre, alors que nous préparions des biscuits pour Noël, une tradition abandonnée ces dernières années et qui refait surface, Lucas m'a posé une question qui m'a surpris. « Grand-mère, es-tu heureuse que nous déménagions ?» Je regardais mon petit-fils, ses petites mains couvertes de farine, ses yeux inquisiteurs m'observant avec cette perspicacité enfantine qui me surprenait toujours. « Pourquoi tu demandes ça, mon petit ?» Il haussa les épaules, reportant son attention sur la pâte. « Parce que tu as l'air différent. » Plus. Je ne connais pas le mot. Comme quand le soleil se lève après la pluie. J'ai souri à l'analogie. Le mot est serein, peut-être. Et non, je ne suis pas content que tu partes. Tu vas vraiment me manquer ici tous les jours. Mais je suis heureux pour ton père. Pour vous deux. Pourquoi grandit-il ? J'acquiesçai, étonné de la compréhension de Lucas. Exactement. Nous avons tous besoin de grandir, même les adultes. Parfois, surtout les adultes. Antoine entra dans la cuisine à ce moment-là, revenant d'un entretien d'embauche qu'il avait passé pendant sa pause déjeuner. Il semblait excité. « Comment c'était ?» ai-je demandé, alors qu'il se lavait les mains, pour se joindre à nous pour préparer les cookies. « Eh bien, je suppose. C'est pour un meilleur poste dans une plus grande agence immobilière. Le directeur a dit qu'il aimait mon expérience en matière de service client. » J'ai regardé mon fils avec une fierté tranquille. En quelques mois, il avait commencé à reconstruire sa vie. Pas parfait, non sans embûches, mais avec une direction et un objectif. C'est excellent, Antoine. Papa, on fait des cookies comme ceux sur la photo avec papy, s'exclama Lucas en désignant la pâte. Les étoiles à la cannelle ? Mon Dieu, je n'en ai plus vu depuis. Antoine s'arrêta, se souvenant. Depuis Noël dernier, avant que papa ne tombe malade. Un silence confortable tomba sur la cuisine, rempli de souvenirs et de nostalgie, mais plus de la douleur aiguë qui nous paralysait autrefois. Ton père a adoré Noël, commentai-je en étalant la pâte. J'ai toujours exagéré avec les décorations. Antoine rit. Je me souviens de l'année où il a acheté tellement de lampes que les disjoncteurs n'arrêtaient pas de se déclencher. Et je me souviens de toi, 6 ans, habillé en petit Père Noël, distribuant des biscuits à tous les voisins. Lucas regardait cet échange de souvenirs avec fascination. Pouvons-nous faire ça cette année ? Puis-je me déguiser en Père Noël et apporter des biscuits aux voisins ? Antoine et moi avons échangé des regards, et j'ai vu dans ses yeux la même pensée qui traversait les miens. Les traditions perdurent, évoluent, renaissent. Bien sûr que tu peux, mon trésor, répondis-je en embrassant le front de mon petit-fils. La veille de Noël, notre petit appartement s'est transformé. Suivant la tradition initiée par Henri, nous avons décoré chaque coin avec des lumières, des guirlandes et des décorations faites à la main par Lucas à l'école. Nous avons installé un petit arbre naturel dans le coin de la pièce, son parfum de pin emplissant la pièce.
J'ai invité à souper Monsieur Bertrand et son épouse, ainsi que 2 collègues du centre communautaire où je travaillais comme bénévole. C'était la première fois depuis des années que nous ouvrions notre maison pour célébrer avec des amis. Antoine a préparé le dîner, chose impensable des mois auparavant. Ce n'était pas un festin sophistiqué, mais un repas simple et accueillant, une soupe à l'oignon gratiné pour commencer, suivi d'un coq au vin qu'il avait appris à faire selon l'ancienne recette de sa grand-mère, et en dessert, les biscuits que nous avions préparés ensemble et une bûche de Noël que nous avions achetée dans la meilleure boulangerie du quartier. Pendant le dîner, j'ai regardé mon fils interagir avec les invités, servir la nourriture avec fierté, raconter des histoires et rire. Il était sobre, présent, engagé. Lucas tournoyait parmi les adultes, affichant une confiance qu'il ne possédait pas auparavant, visiblement heureux de voir son père ainsi. Quand tout le monde fut parti et que Lucas dormait profondément, épuisé par les émotions de la journée, Antoine et moi nous sommes assis près du sapin, profitant des derniers instants du réveillon de Noël. « J'ai quelque chose pour toi, maman. » Il sortit un petit paquet de sous l'arbre. J'ai soigneusement ouvert le paquet et j'ai trouvé une vieille boîte à bijoux. À l'intérieur, à ma grande surprise, se trouvait la broche en saphir qui avait appartenu à ma mère et que j'avais vendue 3 ans plus tôt pour rembourser une des dettes d'Antoine. « Comment as-tu fait ?» bégayai-je, excité. J'ai découvert que l'antiquaire à qui vous l'aviez vendue l'avait toujours. Je payais un peu chaque mois. Il sourit maladroitement. Ce n'est pas tout à fait pareil. La chaîne avait besoin d'être changée, mais la pierre est originale. Les larmes ont brouillé ma vision. Cette broche était l'un des rares souvenirs que je possédais de ma mère, un trésor familial que j'espérais transmettre un jour à la femme d'Antoine ou à Lucas. Je sais que cela ne compense pas tout ce que je t'ai pris, tout ce que tu as sacrifié pour moi, continua-t-il, la voix brisée. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends la valeur des choses. Pas seulement l'argent, mais la famille, les traditions, les souvenirs. J'ai serré mon fils dans mes bras, sentant son corps fort contre le mien, désormais fragile. Combien de fois nous sommes-nous embrassés ainsi ces dernières années ? Très peu. Les vrais câlins avaient été remplacés par des gestes mécaniques, l'intimité familiale perdue au milieu du ressentiment et des attentes non satisfaites. Merci, Antoine. C'est le cadeau le plus significatif que tu puisses m'offrir. Il sourit, essuyant une larme tenace. J'ai aussi un autre cadeau, mais celui-ci est moins tangible. Et qu'est-ce que ce serait ? J'ai décidé de chercher Sophie. Le nom de la mère de Lucas, rarement prononcé dans notre maison, flottait dans l'air comme un fantôme agité. Pourquoi ? Ai-je demandé prudemment. Ne pas tenter une réconciliation, a-t-il rapidement précisé. Mais je pense que Lucas a le droit de connaître sa mère. Et elle a le droit de le connaître, si elle le souhaite. Après tout, tu m'as toi-même appris l'importance de la famille. Sophie avait quitté Antoine alors que Lucas n'avait que 2 ans. Une séparation mouvementée, marquée par des accusations de part et d'autre. À cette époque, Antoine était au plus fort de ses problèmes de jeu et d'alcool. Sophie, jeune et effrayée, a opté pour une séparation totale. Elle s'est installée à Lyon, à notre connaissance, et a refait sa vie. Es-tu sûr de ça ? Et si elle ne veut pas de contact ? Ou pire, et si elle veut un contact et disparaît ensuite à nouveau ? Lucas est sensible. Antoine hocha la tête, comprenant mes inquiétudes. J'y ai pensé aussi. Je lui parlerai d'abord, d'adulte à adulte. Je ne dirai rien à Lucas jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle est prise. Et même là, nous commencerons lentement. Peut-être des lettres, des appels téléphoniques, avant tout rendez-vous. Sa maturité dans la gestion de la situation m'a positivement surpris. Ce n'était pas l'impulsif Antoine qui agissait sans penser aux conséquences. C'était un homme qui réfléchissait soigneusement à l'impact de ses décisions sur son fils. « Je pense que tu fais la bonne chose, dit-il finalement. Et je suis fier de toi pour ça. » Nous sommes restés silencieux un moment, contemplant l'avenir qui s'ouvrait devant nous. Un avenir incertain, comme tout le monde, mais confronté à une nouvelle sagesse. « Tu sais,
Maman, dit doucement Antoine, cette lettre que tu m'as laissée, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais lue. Mais c'était aussi la chose la plus importante. C'était comme un réveil après des années de sommeil. Je me suis souvenu de la lettre, écrite d'une main tremblante cette nuit fatidique d'il y a quelques mois. Les mots durs mais nécessaires, la décision de réduire le soutien financier, d'exiger le respect, d'établir des limites. Ça n'a pas été facile de l'écrire, ai-je avoué. J'avais peur de te perdre. Et j'avais peur de me perdre, répondit-il. D'une manière ou d'une autre, j'étais déjà perdu. Vivant comme une ombre dans la maison de ma propre mère, dépendant de toi au lieu d'être l'adulte dont j'avais besoin pour mon fils. J'ai regardé le sapin de Noël, ses lumières scintillant doucement dans l'appartement silencieux. J'ai pensé à Henri, comme il aurait adoré voir ce moment. Notre fils trouve sa voie, notre petit-fils grandit dans un environnement plus sain, notre famille guérit de vieilles blessures. Tu sais, dis-je à Antoine, quand j'ai décidé de te confronter, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour toi aussi. Parce que je savais qu'à l'intérieur de cet homme qui me traitait comme un serviteur, il y avait encore le garçon que j'ai élevé pour qu'il soit fort, indépendant, intègre. Antoine me tenait la main, les yeux fixés sur les lumières des arbres. Tu as ramené ce garçon, maman. Avec ton courage de dire non, alors qu'il aurait été plus facile de continuer à dire oui, point. La semaine suivante, Antoine et Lucas emménageraient dans leur nouvel appartement. Ce serait une transition, une étape nécessaire dans le chemin que nous faisions ensemble. Il y aurait certainement de la nostalgie. Il y aurait inévitablement des défis. Mais maintenant, il y avait aussi de l'espoir. Alors que nous étions assis là, mère et fils, sous les lumières du sapin de Noël, j'ai compris une vérité profonde, le véritable amour ne se manifeste pas toujours par la complaisance ou par des sacrifices illimités. Parfois, aimer signifie fixer des limites. Cela signifie dire non lorsque cela est nécessaire. Cela signifie permettre aux autres de grandir, même lorsque le processus est douloureux. En supprimant le soutien financier qu'il apportait à Antoine, il ne le rejetait pas. Il lui offrait en fait un cadeau bien plus grand, l'opportunité de retrouver sa dignité, sa responsabilité, sa valeur d'homme et de père. Et maintenant, en observant les résultats de cette décision difficile, il ressentait une profonde paix. Pas la paix de la résignation qui m'accompagnait depuis des années, mais la paix authentique de quelqu'un qui sait qu'il a fait ce qui était bien, même lorsque c'était difficile. Joyeux Noël, mon fils, murmurai-je alors que les cloches de l'église voisine annonçaient minuit. Joyeux Noël, maman, répondit Antoine en me serrant la main. Et merci de ne jamais m'avoir abandonné, même si j'avais abandonné moi-même. Cette nuit-là, je me suis endormi dans mon propre lit, avec la broche de ma mère sur la table de nuit et le cœur plein de gratitude. Par Henri, qui m'a appris l'intégrité. Pour Antoine, qui apprenait à être l'homme qu'il avait toujours su qu'il pouvait être. Pour Lucas, dont l'innocence et l'amour inconditionnel nous rappelaient quotidiennement ce qui comptait vraiment. Et pour moi, Madeleine Dubois, qui a trouvé à 68 ans le courage d'aimer vraiment, pas seulement avec bienveillance, mais aussi avec fermeté, non seulement avec générosité, mais aussi avec sagesse. Car après tout, l'amour le plus fort n'est pas seulement celui qui nourrit et protège, mais celui qui libère aussi. Et ainsi, amis qui me suivent, j'ai fini par récupérer bien plus que ma chambre, j'ai récupéré ma famille. Qu'avez-vous ressenti en entendant cette histoire? Avez-vous également dû prendre des décisions difficiles en matière d'amour? Partagez dans les commentaires votre expérience ou ce qui vous a le plus touché dans ce récit. Chaque histoire comme celle-ci nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour restaurer notre dignité et sauver des relations. Si vous vous êtes identifié ou connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, je partage des leçons de vie qui seules nos années nous l'enseignent. Après tout, la sagesse vient du courage de faire ce qui est bien, même lorsque cela fait mal.